Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 101. Et dans cette chronique, je vais revenir un petit peu sur la nouvelle guerre froide qu'on veut bien entendu nous imposer. Et je ferai une petite analyse globale sur les éléments qui sont mis en place, bien entendu, pour redéfinir, retracer en fait une réactualisation d'une certaine forme de guerre froide qui aujourd'hui nous est imposée. Alors, je dirais que les blocs de béton et les pierres du mur de Berlin sont depuis longtemps des souvenirs qu'on peut acheter dans des boîtes plexiglas comme souvenir de son existence, donc le mur. Maintenant, on s'efforce bien entendu de nous imposer de nouvelles lignes de démarcation et de nouveaux murs, surtout quand on sait que cela doit faire le jeu d'une certaine politique et encore une fois s'opposer d'une façon définitive à l'Est. Alors, petit récapitulatif, depuis sa mise en œuvre en 2000, la politique de Vladimir Poutine est suspectée de retour au soviétisme. Souvenez-vous un petit peu les paroles de Medvedev sur son regret de l'Union soviétique ou sur des phrases un peu assassines de Vladimir Poutine à des journalistes lui posant la question sur l'Union soviétique. Quant à la question, bien entendu, de dire que celui qui ne regrette pas l'Union soviétique n'a pas de cœur, mais celui qui veut la réhabiliter est un fou. Alors, restons dans le sujet. Nous accusons aujourd'hui Vladimir Poutine de réintroduire certaines histoires internationales, y compris nationales, d'un retour ou d'une mise à jour de cet aparté qu'a fut la Russie de de Boris Eltsine et de Gorbatchev. Donc nous accusons aujourd'hui d'une façon directe de Vladimir Poutine, enfin, d'un retour au soviétisme. Alors je dirais que dans son essence, cette affirmation politiquement orientée, n'ayons pas peur de le dire, n'est absolument pas neutre. Et surtout, je dirais même qu'elle masque, entre guillemets, une position idéologique radicale. Et cette position, n'ayons pas peur de le dire, il suffit de lire la presse mainstream en Occident pour voir qu'il y a, je dirais, volonté d'être ouvertement anti-russe, et qui finalement au fond ce n'est que la continuité ou la réhabilitation de vieilles lunes, puisque cela est dans le prolongement de l'antisoviétisme de la guerre froide. N'oublions pas la lutte contre le communisme qui n'a absolument pas disparu, puisque maintenant pour essayer de donner corps, crédibilité, je dirais, à cette lutte, on assimile l'islamisme au communisme. La vieille blague. Bon, Marx, je pense, doit se retourner dans sa tombe. Enfin bon, cela est un autre sujet. Comme je disais que la lutte contre le communisme n'a pas disparu avec la chute du mur de Berlin, n'a pas non plus disparu avec la fin de l'histoire, ardemment bien entendu, souhaitée et programmée par la vague du néolibéralisme messianique encensé par Fukuyama en 92. D'autant plus que je voudrais préciser que depuis la disparition du feu du RSS, l'Amérique en a profité et s'est autoproclamée gendarme du monde, s'autorisant, je dirais, par ce biais, le droit d'arbitrer, d'utiliser la force, bien entendu, les menaces. Nous avons encore vu l'illustration pendant la Coupe du Monde de Donald Trump menaçant les pays qui ne soutenaient pas les États-Unis en tant qu'équipe de sport.
Donc aujourd'hui, c'est un peu tout et n'importe quoi. Alors, bien entendu, cela se passe du côté des Américains avec une certaine arrogance, n'ayant pas peur de le dire, suscitant néanmoins des réactions hostiles, et plus souvent malheureusement négatives. Alors, je prends par exemple Zbigniew Brzezinski, ancien conseiller du président Carter, qui a ainsi reconnu que la puissance de l'Amérique est aujourd'hui l'ultime garant de la stabilité internationale, et cela est ouvertement dénoncé par le discours russe, ce qui est, à mon sens, je dirais, équitable. Et les États-Unis se sont arrogés le droit exclusif de déterminer quel pays menaçait la sécurité internationale qui serait finalement sécurité de ses propres intérêts. Et bien entendu, in fine, de décider eux-mêmes s'il fallait ou non, je dirais, employer la force à son encontre. En même temps, je dirais qu'ils ont proclamé leur ferme volonté d'exporter la démocratie dans des pays dont le régime ne leur convient pas. Et maintenir, bien entendu, des dictatures quand le régime est ouvert à leur conception du commerce. Dixit l'Arabie Saoudite, le Qatar, et la liste serait longue euh, à déployer. Enfin bon. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans l'esprit de guerre froide qui tend à être consciemment réactivé par le discours provocateur d'une certaine élite, d'une certaine intelligentsia, aussi bien américaine qu'européenne, encline à reconstituer une structure conflictuelle de nature idéologique. Je m'explique. Dans son essence, cette conflictualité, je dirais, idéologique, apparaît comme une variable régulatrice des équilibres des grandes puissances à l'échelle planétaire et dans le même temps une sorte de variable structurante des rapports de force issus du post-communisme. Cette montée des tensions est illustrée par la surprenante affirmation du chef du Pentagone, Gate, soulignant la menace présentée par le cheminement incertain de la Chine et de la Russie, désormais les plus ardents défenseurs du libéralisme intégral. Et je dirais que même les néoconservateurs voient des rouges partout, venons un petit peu à l'époque du macartisme, mais aujourd'hui d'une façon, je dirais, économique, peut-être moins politique. Et en conséquence, considère bien entendu Vladimir Poutine comme un héritier de la révolution bolchevique d'octobre 1917, un temps prisonnier, je dirais, des oubliettes libérales de l'histoire. L'homo soviéticus serait-il donc, posons-nous la question, de retour? Alors même si on constate aujourd'hui que certains mouvements de gauche prennent, je dirais, des travers nationaux, je prends l'exemple, à mon sens, du mouvement Die Linke, qui commence à se poser des sérieuses questions concernant le bienfait, je dirais, des réfugiés sur le territoire européen. Question sous-jacente qu'il faut se poser, question réelle. Le nouveau Premier ministre de la Russie, récemment nommé par le président Medvedev, puisque c'est là où les conflits ont commencé à démarrer. Vladimir Poutine ne réussit-il pas, finalement, d'une certaine manière, à restaurer l'ancien ordre social soviétique, sous le contrôle d'une nouvelle élite autoproclamée d'avant-garde du grand peuple russe? Certains sont en train de nous vendre que la Russie ferait de la dissimulation pour petit à petit réhabiliter un ordre ancien. Et le pire, c'est que ça fonctionne. Alors, j'ai pris la période où Medvedev, je dirais, était président, car c'est à ce moment-là que les choses ont vraiment commencé. À partir de 2000, les choses se sont vraiment organisées. Nous avons eu ensuite les conséquences de l'après.
Et donc, au-delà, je dirais, de l'orientation politique russe actuelle, principalement, je dirais, en matière de stratégie extérieure et même sécuritaire, en zone, je dirais, post-communiste, serait-elle marquée par l'existence d'inertie soviétique? C'est ce que déclare effectivement Brzezinski, qui a lui-même regretté que la Russie n'ait accompli qu'une rupture partielle avec son passé. Comment, je dirais, Poutine ou la Russie peut-il euh, avoir une rupture totale, étant donné que l'histoire doit être inclue dans la nation et qu'elle soit, je dirais, négative ou positive. Alors cela pose le problème du statut de la zone post-soviétique. L'actuelle, je dirais, confédération russe ou communauté européenne indépendante, dans la perception russe et en dernière instance, je dirais, du statut de l'arme nucléaire. Or, souvenons-nous, depuis 2000, sous l'impulsion de Vladimir Poutine, la ligne stratégique russe a reconnu un revirement spectaculaire intégrant la politique extérieure américaine et son bras armé otanien. Alors comme je dirais, une réelle menace, puisque présent sous faux drapeau dans certaines républiques indépendantes, à la frontière des zones d'influence de la Russie. Alors en effet, afin je dirais, de conforter cette domination en Eurasie, l'Amérique tente de bloquer toute velléité de reconquête russe en zone post-communiste. Dans ce but, elle privilégie 5 leviers, je dirais, d'extension. Nous allons les énumérer. Tout d'abord, l'extension de l'OTAN, qui dépasse les limites de sa compétence et même de son existence, puisque n'ayant plus lieu d'être, pour la simple et bonne raison que son alter ego, que fut le pacte germano-soviétique, n'existe plus. D'autre part, l'élargissement de l'Union européenne, la fragilisation de la communauté européenne indépendante, la formation de coalitions ouvertement anti-russes, le Maïdan en Ukraine, avec ses différentes ramifications, qui sont le centre-droit, le Pravý Sector, ou même le bataillon Azov, et d'autres oligarques dans différentes régions limitrophes. Ensuite, je dirais, il faut bien comprendre également, je dirais, la neutralisation stratégique de la Russie via le bouclier antimissile, le fameux bouclier ABM, et dans le prisme, je dirais, stratégique russe, cette configuration traduirait un comportement de guerre froide, mais qui ne dit pas son nom. Alors il s'agit d'une donnée expliquant l'actuel positionnement de Moscou sur la scène internationale sous la houlette de Vladimir Vladimirovitch Poutine, dans la perspective de défendre ses intérêts nationaux et à cette fin mettre en œuvre, je dirais, une stratégie de puissance. Cette offensive, je dirais, américaine, parce que n'ayons pas peur de mentionner les belligérants, cette offensive a conduit Vladimir Poutine à exiger dès 2005 une réactualisation de la doctrine stratégique russe. En définitive, cela est confirmé sous la houlette de Medvedev par l'inflexion de la politique étrangère russe contre les velléités hostiles de l'Occident sur sa périphérie eurasienne. Alors, il est notamment souligné que l'OTAN, qui ne doit pas assurer sa sécurité aux dépens de la sécurité russe, ce qui, à mon sens, est une évidence. Bon, dans ce schéma, il conviendrait de s'interroger sur l'homme. Vladimir Poutine lui-même, dans ses composantes politico-psychologiques qui fondent, je dirais, sa stratégie politique et motivent, in fine, ses décisions majeures. Alors,
il ne faut pas non plus être un spécialiste de l'économie soviétique et de la transition, je dirais, post-communiste, pour comprendre, surtout quand on sait que cette transition s'est passée d'une façon, je dirais, chaotique, et donc bien entendu certains y ont trouvé des intérêts personnels et des appétits, alors nous devons déjà analyser le poids de la culture soviétique. L'ancien président russe, qui est aujourd'hui en place, est plébiscité dans sa période de 2000 à 2008. Je parle de cette période-là car c'est une période charnière, une période clé. Alors, Vladimir Vladimirovitch Poutine est issu de la filière du KGB soviétique, au sein de laquelle il a assumé les hautes responsabilités, en particulier comme lieutenant-colonel. Son accession à la tête de l'État russe est étroitement liée à sa carrière au sein de l'appareil du KGB, qui, je dirais, en quelque sorte, lui a servi de tremplin politique, tel, je dirais, un animal politique qu'on peut définir dans cette qualité. Poutine a intelligemment profité des opportunités. Et bien entendu, la période de l'époque qui fut une période confuse lui a été, je dirais, avantageuse. Et ces opportunités politiques offertes par sa fonction au KGB, mais également, n'oublions pas, son engagement vis-à-vis de l'État russe, où il fut, je dirais, un élément sincère et loyal. Son éducation renforcée par une formation rigoureuse, n'ayons pas peur de le dire, au sein des structures du KGB, avec une discipline hors pair, l'a fortement imprégné des valeurs de l'ordre politique soviétique, notamment dans le domaine de la rigueur morale et disciplinaire. Cela peut expliquer, je dirais, son double attachement d'une part à l'ordre et à l'obéissance, et d'autre part au strict respect des lois directives de supérieurs. Autrement dit, n'ayons pas peur de le dire, Vladimir Poutine est resté fidèle au principe de soumission hiérarchique sacralisé sous l'ère communiste. En tant que, premièrement, principal régulateur de l'économie centrale planifiée, on pourrait qualifier comme le CP, et du système politique qui assurait sa direction. Alors une caractéristique, je dirais, du modèle socialiste était en effet la stricte soumission de la sphère économique via le plan aux directives politiques du PCUS, du Parti communiste d'Union soviétique. Expression, je dirais, supérieure de la structure monolithique du pouvoir, l'omniscience de l'État-parti voulu par Lénine, autrefois soviétique, aujourd'hui fédéral ou fédéraliste, qui est alors justifié par sa conscience sociale supérieure et son, je dirais, infaillibilité décisionnelle. Dans ce cadre, la soumission centrale définie par l'État-parti devient une obligation politique. N'oublions pas que Poutine, dans son trait de caractère, est quelqu'un de très très loyal. Et quand on le trahit, il tourne le dos définitivement. Cela est un de ses traits de caractère également. Alors, Vladimir Poutine, pour ne parler encore que de lui, a forgé son caractère et ses valeurs sous le régime communiste, qui implose officiellement en décembre 1991. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, j'ai fait des audios précédents pour expliquer ce qui s'est passé à cette époque. Alors avec la démission présidentielle de Mikhail Gorbatchev, dernier premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique, des rumeurs encore actuelles l'ont fait passer pour un agent communiste inspirant des méthodes du KGB et avide de rétablir une dictature plus ou moins éclairée sous la direction d'une élite, je dirais nomenclaturiste, plus ou moins mafieuse, se servant bien entendu de son obéissance au parti et de ses critiques formulées quand il fut en RDA lors, je dirais, de l'ouverture du mur. Certains lui ont aussi, je dirais, reproché d'utiliser une rhétorique verbale manipulatrice dans le plus pur style brejnevien. De telles affirmations, je dirais, au-delà de leur caractère mensonger, trahissent, je dirais, non seulement une méconnaissance totale de l'histoire du communisme, de type soviétique, n'oublions pas de le préciser, et en définitive de la véritable personnalité de Vladimir Poutine, qui, pour être
comprise, doit dépasser une simple lecture conjoncturelle. Alors, pour ceux qui font des analyses à tous azimuts sans en connaître réellement l'histoire, les structures, l'économie, la doxa, la praxis, bref, l'idéologie, je dirais que l'héritage structurel du communisme permet d'ailleurs d'expliquer l'orientation stratégique de la Russie moderne. Alors, certains disent, ils prétendent, quand la Russie n'a pas vraiment quitté le communisme, ce n'est pas tout à fait faux, mais pas pour les mêmes raisons qu'ils invoquent. Fondamentalement, à l'instar de l'Union soviétique, la Russie, je dirais, a gardé une pensée stratégique de grande puissance, recentrée sur la défense de ses intérêts nationaux. Depuis l'arrivée, je dirais, au pouvoir de Vladimir Poutine et en rupture avec le suivisme occidental de la politique de l'ancien président ivrogne Boris Eltsine, les intérêts nationaux de la Fédération de Russie dans la sphère internationale consistent en la garantie de la souveraineté, dans la consolidation des positions de la Russie en tant que grande puissance et qu'un des centres, je dirais, influents du monde multipolaire. Dès l'année 2000 est confirmé sous l'influence décisive de Poutine son rôle important, je dirais, dans le processus mondiaux, différents processus mondiaux, en vertu notamment de sa position stratégique unique sur le continent eurasien. Alors, cependant, je voudrais surtout souligner, à l'instar, je dirais, de certains, que la politique de Vladimir Poutine, reposant sur la défense de l'indépendance, de la souveraineté russe, et bien entendu sur la primauté de l'intérêt national, apparaît comme une orientation structurelle s'inscrivant dans la durée. Puisque tout a été détruit, et finalement tout doit être rebâti. Alors cette orientation a d'ailleurs été reprise par Medvedev, et donc le nouveau concept de politique étrangère russe, entériné par le président Medvedev, rappelle en effet que la Russie mène une politique ouverte et pragmatique qui protège ses intérêts tout d'abord nationaux. En réalité, n'ayons pas peur de le dire, cette inflexion radicale de la politique extérieure russe a été initialement opérée dès 1996 par Eugenio Primakov, alors ministre russe des Affaires étrangères, et qui s'inscrit dans l'héritage de la ligne soviétique. En 2007, Primakov a reconnu que Vladimir Poutine a adopté une ligne qui conjugue la défense ferme des intérêts nationaux de la Russie avec la volonté d'éviter toute confrontation avec les autres pays. Je dirais que dans ce schéma, il s'agit de souligner la forte propension idéologique de Vladimir Poutine à s'inspirer de la ligne stratégique de l'ex-URSS qui a permis à cette dernière de se maintenir comme une grande puissance et surtout d'équilibrer la superpuissance vis-à-vis des États-Unis. Alors selon une lecture plus structurelle, intégrant, je dirais, les valeurs inertielles de l'Homo soviéticus, on peut insérer la politique de Vladimir Poutine dans une stratégie cohérente de longue période, présentant une certaine rationalité. Celle-ci, je dirais, est alimentée par l'instinct de survie organique du système soviético-russe, défini par Zinoviev comme un instinct social de conservation, particulièrement, je dirais même surdimensionné sous le communisme. Alors, en raison de la guerre latente contre le capitalisme, cet instinct de conservation a été repris dans ses grandes lignes par les dirigeants russes actuels du fait des velléités agressives croissantes du néo-impérialisme américain en zone post-communiste. Et qui finalement, au fond, je dirais même, reste la chasse gardée de Moscou. N'ayons pas peur de le dire. Alors cette stratégie de survie héritée du communisme vise, je dirais, dans le cadre d'un rapport de force, initialement bien entendu défavorable à organiser dans un premier temps le repli stratégique de l'État post-soviétique, pour que dans un second temps élaborer les bases permissives du retour russe.
Je tiens à je dirais, à vous informer concernant l'ouvrage de Guy Ben-Simon, qui est un ouvrage extrêmement remarquable, où il précise dès 96, il fait l'hypothèse d'un repli temporaire et purement tactique de l'État russe. Ainsi, Ben-Simon a souligné à propos de la Nouvelle-Russie la faible probabilité qu'une réforme puisse jamais défaire les relations communistes. Et la ligne historique du capitalisme n'a traversé ce pays que sur une période relativement brève, et elle n'est pas dominante, mais en général dans les esprits. Les rapports communistes y sont bien ancrés, le pays est massif, et si sa vocation historique est d'être une puissance mondiale, c'est incontestablement grâce au système communiste qu'elle a réalisé. Elle a perdu la guerre froide, certes, mais elle n'est pas détruite pour autant. Dans une perspective historique, on peut considérer la période actuelle comme retraite stratégique de la Russie, pendant laquelle elle tente de se reconsolider et accroître ses forces avec l'aide de son adversaire, je dirais, occidental. Cette analyse de Ben-Simon montre une rare lucidité intellectuelle que je trouve extrêmement intéressante, au sens, je dirais, où il anticipe une réalité géopolitique désormais dominante à l'échelle du vaste échiquier eurasien. La Russie post-communiste, d'abord encline à se reconstruire pour retrouver des forces, s'est par la suite efforcée de redéfinir une structure identitaire en adéquation avec sa volonté de retrouver, je dirais, le fameux statut prestigieux, officiellement regretté nombre de Russes, de l'Union soviétique contre son ennemi historique que fut les États-Unis, plus particulièrement l'Amérique. Alors il s'agit, que les choses soient claires là-dessus, il s'agit pour Poutine d'éviter l'affrontement en situation de faiblesse, il en est conscient, pour, je dirais, guetter sa proie et se jeter sur elle au moment opportun. Autrement dit, Poutine s'est placé dans une situation d'attente afin de choisir le lieu et le moment du combat final. On peut donc comparer la stratégie de Vladimir Poutine, je dirais, à celle d'un ours harcelé par un ennemi surarmé, qui bien entendu, dans cette explication, l'ennemi surarmé est le chasseur américain. Poutine lui-même, c'est cette parabole du grizzly russe dont on aurait arraché les griffes et il aurait fini comme tapis mural. Alors, dans sa stratégie, je pense qu'il y est contraint dans un premier temps à une sorte d'attitude défensive, dans un cadre, je dirais, où la tendance de Vladimir Poutine à reproduire un comportement typique du communisme justifie l'expression du fameux grizzly rouge. Cette inertie, je dirais comportementale, héritée de l'histoire soviétique, a été conceptualisée, je dirais, par Alexandre Zinoviev à travers la notion de coefficient systémique. Dans cet axe, Ben-Simon a mis évident, je dirais d'une façon évidente à propos de la Russie, en raison de son statut d'héritière historique de l'URSS, l'existence d'un effet système. Sinon d'expliquer les choses un peu moins, je dirais d'une façon moins obscure, globalement il s'agit de la propension, je dirais, du modèle socialiste à peser sur la logique du nouveau modèle fédéral, pour reprendre la terminologie de Chavez. Bon, cet héritage systémique tend à orienter, voire à verrouiller la trajectoire historique du modèle russe. En ce sens, on peut parler d'une forme de déterminisme systémique. Alors globalement, si on peut faire une analyse, je dirais, pas trop léchée et pas trop, je dirais, pas trop structurée. Globalement, selon une approche zinovienne, on peut définir ce coefficient systémique comme la tendance du nouveau système russe fédéral.
à reproduire une partie évaluée par un coefficient compris entre 1 et 10 du comportement de l'ancien système russe, bien entendu l'ancien système soviétique. Ce coefficient traduit donc une inertie structurale issue de l'idéologie communiste qui a forgé de 1917 à 1991, effectivement, la rationalité des décideurs soviétiques. Même si la structure du pouvoir a changé et que les hommes politiques se sont, je dirais, embourgeoisés et se sont convertis à l'économie de marché par des richesses personnelles et non pas par esprit d'idéologie, il faut quand même mentionner que la doxa communiste est restée très importante dans le KGB et dans beaucoup, je dirais, de structures militaires. Alors en ce sens, Poustine apparaît comme un sous-produit partiel de l'Homo soviéticus formaté par la culture communiste soviétique. Une hypothèse implicite est que la rationalité décisionnelle des élites russes actuelles reste en partie verrouillée par les anciennes normes communistes. Tendanciellement, Vladimir Poutine s'est appuyé sur les valeurs extérieures de la politique de l'ex-URSS. Ils n'ont pas le choix. Et de sa stratégie de puissance, élaborée en phase de guerre froide contre le bloc de l'OTAN. Depuis l'ère stalinienne, les trois variables privilégiées par la stratégie de puissance soviétique ont été l'État, l'armée, surtout l'atome militaire et l'énergie, autrement dit, l'ancienne URSS fondait son pouvoir géopolitique sur la capacité d'un État fort et centralisé. Bien entendu, à utiliser son potentiel nucléaire et énergétique comme un instrument de pression. Donc, par voie de conséquence, de pouvoir sur la scène internationale. Alors, sur longue période, cette instrumentalisation des variables, État, atome, énergie, se présente pour Moscou comme le vecteur de la puissance projetée et surtout perçue par son environnement géopolitique. En phase de guerre froide, la variable centrale dans la structuration du rapport de force Est-Ouest était l'image projetée et non l'image de la puissance. Ça s'appelle puissance réelle, bien entendu. Aujourd'hui, l'objectif latent de l'État russe est d'utiliser cette stratégie d'inspiration soviétique pour rebondir sur le grand échiquier eurasien et se reconstruire une image de puissance majeure, redoutée et respectée. Nous en arrivons bien entendu à une forme aussi, parce que tout cela concourt, je dirais, à une reconstruction identitaire de la Russie post-soviétique. Car beaucoup de gens mélangent un peu les pinceaux et confondent un petit peu l'Union soviétique et la Russie. Alors, pouvons-nous dire aujourd'hui qu'il y a une identité russe sortant des sentiers battus de l'Union soviétique? Donc, je dirais que dès l'origine, Poutine a fondé sa politique sur certaines valeurs normatives de l'ère soviétique, ça c'est ce que je viens de définir. Sous sa présidence, on peut, je dirais, en effet remarquer une montée en puissance des valeurs sociopolitiques du soviétisme, là, on ne peut pas le nier, principalement marquée par le retour de l'État sur la base d'un centralisme autoritaire, un besoin aussi de faire prendre conscience d'une obligation civique de la part des Russes. Donc, ce retour de l'État et d'un certain centralisme autoritaire, d'une certaine forme également d'interventionnisme économique, ciblé, subordonné, je dirais, à la réalisation de grands projets politiques, le statut de ces projets, prolongement du messianisme de l'idéologie communiste, sera déterminante dans la capacité du nouveau système fédéral à se restructurer et à se rassembler sur un objectif commun porteur de la légitimité de l'élite dirigeante.
En fait, comme ses prédécesseurs, il faut pas oublier de le préciser, comme ses prédécesseurs soviétiques, donc hors Boris Eltsine, bien entendu, je ne parlerai pas de ce triste cire, Poutine a cherché à rendre à la Russie sa fierté, et surtout à lui redonner son statut de grande puissance. Dans l'inconscient politico-psychologique du peuple russe, cette soif de reconnaissance, de cette humiliation qu'ils ont vécue pendant certaines décennies, cette volonté de reconnaissance internationale qui est fondamentale, voire je dirais même prégnante, elle se présente avant tout comme une réaction spontanée à un retrait géopolitique traumatisant pour un État russe blessé par l'arrogance et ce que j'appelle l'unilatéralisme du bloc américain. Cette domination politico-militaire des États-Unis est remise en cause officiellement par le concept de sécurité russe de 2000, toujours en vigueur. C'est pour ça que je marque cette période comme étant très importante, une période charnière, toujours en vigueur sous l'influence de Vladimir Poutine. Ils sont, je dirais, ainsi considérés comme menace principale contre la sécurité nationale russe. Renforcement de blocs et alliances militaro-politiques en premier lieu, l'élargissement de l'OTAN à l'Est, l'apparition, je dirais, potentielle des bases militaires et des contingents étrangers à proximité directe des frontières de la Russie. Alors, effectivement, on peut considérer que 7 ans, je dirais, nous sommes effectivement aujourd'hui dans une position où, si on analyse le fameux célèbre discours de Munich, février 2007, officialisant une nouvelle ère de tension américano-russe, ce néo-impérialisme libéral sous leadership américain a été ouvertement dénoncé par Vladimir Poutine. Bon. Ceci étant, celui-ci a notamment regretté que l'État américain cherche à imposer par la force ses règles et son idéologie à la planète entière, dans le but ultime de jeter les bases d'un monde unipolaire rendant sa domination infaillible et surtout totalitaire. Nous sommes, je dirais, témoins d'un mépris de plus en plus grand des principes fondamentaux du droit international, bien plus certaines normes et en fait presque tout le système du droit d'un seul État, et je dirais même avant tout, bien entendu, des États-Unis, à déborder de ses frontières nationales dans tous les domaines. Je n'ai pas peur de le dire, dans l'économie, la politique, dans les sphères humanitaires, et bien entendu, s'est imposé à d'autres États. Alors au-delà, l'Amérique est suspectée via l'OTAN de structurer selon ses seuls intérêts le système de sécurité internationale en vue d'une domination globalisante qui nie toute légitimité de l'ONU dans le rôle central et coordinateur, dans ce que j'appelle l'ordre mondial qui a été pourtant reconnu par Moscou. Et cela est attesté par l'avertissement du directeur du département de la coopération européenne du ministère russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov. L'OTAN cherche à jouer un rôle global en matière de sécurité internationale. L'Occident est suspecté d'avoir contribué au chaos de la transition post-soviétique en imposant une réforme libérale, ce qui est aujourd'hui, on le sait, un secret de polichinelle. Bien entendu, tout cela est issu du consensus de Washington, fondamentalement inadapté aux besoins de l'économie russe et surtout déstructurante par son impact désastreux sur le tissu social. On ne compte pas la période Eltsine, le nombre de suicides chez les personnes âgées, le nombre d'alcoolismes et de gens au-dessous du seuil de pauvreté. Alors certains leaders russes pensent que cette politique a été volontairement biaisée de façon à empêcher un retour prématuré de la puissance russe et à la manière comme, je dirais, comme puissance, n'ayons pas peur de le dire, puissance, je dirais, pauvre, pour reprendre le titre
je dirais, de l'excellent ouvrage Sokolov. Depuis la transition post-communiste amorcée en 92, la Russie, alors en situation de faiblesse, a subi les pires humiliations de la part d'un Occident américanisé, donneur de leçons et avide de sanctionner sa victoire finale de la guerre froide. Le plus inquiétant pour Moscou est de voir cette politique anti-russe relayée par certaines institutions internationales, politiques, économiques ou militaires, comme je dirais la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, le G8, l'OTAN, l'Organisation mondiale du commerce, également l'OSCE, donc, et surtout, suprême provocation, je dirais, de voir cette politique insidieuse catalysée par la double extension de l'OTAN et du bouclier ABM aux ex-États socialistes, s'étendant bien entendu à l'espace post-soviétique de la CEI, cœur historique de la domination russe. Bon. Alors avec l'intégration programmée de l'Ukraine et de la Géorgie à l'Alliance Atlantique, un point de non-retour sera définitivement, je dirais, franchi. Le chef de l'état-major général des forces armées de Russie, Yuri Balayovski, a ainsi indiqué qu'en cas d'adhésion de l'Ukraine et de la Géorgie à l'OTAN, la Russie serait obligée d'adopter notamment des mesures militaires pour garantir sa propre sécurité. En dernière instance, la Russie a le sentiment d'avoir été trahie par une Amérique n'hésitant pas à renier ses promesses, promesses qui ont été effectuées en direction de Gorbatchev, et dont Gorbatchev a notamment déclaré les Américains avaient promis que l'OTAN ne s'étendrait pas au-delà des frontières de l'Allemagne après la guerre froide. Résultat, la moitié des États d'Europe centrale et orientale sont désormais membres de l'Alliance, et on se demande bien ce que sont devenues ces promesses issues du post-communisme. Cela prouve qu'on ne peut pas leur faire confiance. Alors, on va sortir d'Harvard pour savoir que les États-Unis roulent pour leurs intérêts et en matière de diplomatie ne sont pas, je dirais, des personnages honnêtes. Ce qui ne m'étonne pas, c'est pourquoi ils ont également été les bailleurs de fonds d'un certain islamisme. Ce qui est assez étonnant, c'est de voir pendant des années comment, lors de leurs manœuvres, ils nient absolument ce que peut les accuser. Et c'est qu'une fois que les présidents sont passés, qu'il y a prescription, et que nous allons sur des sites officiels de la CIA ou des sites officiels, je dirais, des officiels américains, qu'ils reconnaissent effectivement leur rôle joué dans certaines, je dirais, dans certaines régions du monde. Bon, ça c'est un autre débat. Alors revenons à la Russie. Pour considérer qu'aujourd'hui elle se sent encerclée et en conséquence menacée sur ses frontières périphériques. Comme l'a rappelé Vladimir Poutine à Munich, l'OTAN rapproche ses forces avancées de nos frontières. Plus récemment, je dirais, Lavrov a déclaré que l'élargissement de l'OTAN qui se poursuit ces derniers temps pousse la Russie à avoir des doutes sur la véritable mission de l'Alliance. Primakov a lui par contre souligné que les sanctions de l'OTAN s'accompagnent d'une rhétorique anti-russe, ainsi que d'une politique offensive des États-Unis dans les ex-républiques soviétiques. Désormais, les risques de déstabilisation de l'Eurasie post-soviétique sont énormes, du fait de cette stratégie expansive destinée à éroder, je dirais, l'influence russe. Car jusqu'à présent, celle-ci a joué, je dirais, le rôle de verrou sécuritaire, donc stabilisateur, dans une région politiquement sensible. Or, quels qu'en soient les coûts, Washington a un intérêt objectif, à maintenir la Russie en état de faiblesse, voire même de la rejeter à l'âge de pierre, de la mettre en arrière, pour reprendre, je dirais, cette vieille expression de Lénine. Ainsi, dans les premières années difficiles de la Russie bolchevique, sa stratégie de compression de la puissance russe était déjà au cœur de la ligne occidentale, comme l'atteste cette observation pleine d'actualité de Lénine en 1923. La situation internationale fait que la Russie est aujourd'hui rejetée en arrière. Les puissances capitalistes de l'Europe occidentale, partie
sciemment, partis spontanément, ont tout fait, leur possible, pour rejeter en arrière, pour profiter de la guerre civile en Russie, en vue de ruiner au maximum notre pays, d'excite Lénine. Le retour de la Russie sur la scène internationale, pas réellement souhaité par Washington, car en tant que contre-pouvoir virtuel, elle menace son hégémonie. Ce retour suppose la reconstruction des bases militaro-industrielles de la puissance russe, en vue de rééquilibrer son rapport de force avec les États-Unis, qui reste, quoi qu'on en dise, une sorte d'ennemi héréditaire dont le système soviético-russe a besoin pour se réguler et, en dernière instance, justifier le maintien d'une force nucléaire impressionnante. Alors me direz-vous, cela semble d'autant plus vital que le pouvoir des élites militaires et les lobbies liés, je dirais, à certaines structures dépend étroitement de cette super capacité nucléaire et selon logique de balancier stratégique structurée en phase de guerre froide, la Russie poutinienne tend donc à structurer son identité contre les États-Unis par le biais à égaliser sa puissance. Alors sur un plan historique, ce principe d'opposition est un élément clé du métabolisme interne du système russe. Pour reprendre une approche à la fois systémique et thermodynamique, en ce sens, je dirais que l'antagonisme idéologique est le régulateur d'une société russe doublement définie par sa dimension impériale et centralisée. Bon. La Russie reste un empire multinational à la dimension d'un continent et sa survie exige un pouvoir central fort doté d'une légitimité quasi messianique comme levier de sa cohésion unitaire. N'oublions pas que ce pays est parti de zéro, en ayant quand même des bases historiques. Alors, cela peut justifier l'affirmation récente du président Medvedev, malgré tout le respect que j'ai pour la démocratie parlementaire, je crois qu'un tel système en Russie signifierait la mort de la Russie en tant que pays. La renaissance des structures étatiques détruites par le chaos post-communiste passe par une recentralisation s'inscrivant dans la tradition soviétique. Dans ce but, Poutine a divisé le territoire russe en super-régions et nommé par décret 7 super-préfets. Lors de sa réélection en mars 2004, Poutine a justifié sa politique autoritaire en déclarant que la survie de notre nation est menacée. Chercher à imposer les normes démocratiques libérales dans le cadre d'une décentralisation politique plus poussée est un non-sens, d'une part, parce qu'il n'y a aucune possibilité d'y arriver, et surtout au regard des contraintes politiques pesant sur l'espace russe et davantage conduirait à une dangereuse déstabilisation de la région. En fait, l'idée même d'une démocratisation libérale relève d'une rhétorique occidentale anti-russe, car sachant pertinemment que cela ferait les choux gras et les intérêts des oligarques américains. Et dont, bien entendu, la réalisation permettrait de facto d'éroder la domination russe et par ce biais de favoriser la progression américaine. La structure de son environnement international par la nature hostile condamne ainsi, je dirais, le système russe à une vieille, je dirais, stratégie permanente dans cette optique. L'attente du système russe est structurellement, je dirais, focalisée contre l'ennemi central et surtout, je dirais, sa capacité à affronter et à afficher sa supériorité et qui conditionne, je dirais, sa légitimité par ce biais et sa survie politique. L'existence d'une menace latente, plus ou moins virtuelle, est donc tout d'abord nécessaire à la stabilité de long terme du régime russe. Et en cela, on peut parler d'ennemis systémiques faisant, je dirais, cohérence depuis Lénine avec le mode des régulations internes de la société russe. Alors, je vais m'arrêter là, cela fera l'objet d'un second volet
sur l'explication structurelle de la Russie aujourd'hui, car beaucoup d'individus font des analyses réductrices sans en prendre, je dirais, la réalité évolutionnelle depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Donc je ferai un deuxième volet sur la Russie moderne et ses zones, je dirais, d'influence. Donc cela, bien entendu, sera le petit tas de 3 volets que je ferai et qui constitueront, je dirais, la chronique numéro 101. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté pour la fin du petit tas de la chronique 101 et je vous dis à la prochaine chronique 101, petit b. Merci à vous.